Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. L'opération Ville morte en République démocratique du Congo. L'appel lancé par l'opposition a été suivi dans plusieurs grandes villes du pays, notamment dans la capitale. Les opposants rejettent le maintien au pouvoir du président Kabila jusqu'en avril 2018. Ce nouveau rebondissement sur les cas d'abus sexuels en Centrafrique des casques bleus de la MINUSCA et des soldats français de la force en guerre s'était mis en cause. Selon un rapport de l'ONU, seul 1 cas sur 5 serait avéré. Nous serons en direct avec notre correspondant Emmanuel Saint-Martin depuis New York. Et puis au Niger a eu lieu aujourd'hui la 9e réunion des pays voisins de la Libye. Objectif, trouver des solutions afin de lutter contre le terrorisme lié à l'instabilité en Libye et à sa propagation au pays de la région. Des rues désertes, des magasins fermés, l'appel à la grève générale a été entendu à Kinshasa. Une opération lancée en réponse à l'accord conclu hier entre le gouvernement congolais et une frange minoritaire de l'opposition en vue du report de la présidentielle en avril 2018. Des manifestations ont par ailleurs eu lieu à Goma et à Beni. Le reportage de Thomas Nicolon. C'est un visage inhabituel que la capitale congolaise affichait aujourd'hui. Rue déserte, majorité des boutiques fermées, circulation très faible. L'appel de l'opposition à la ville morte semblait suivi, mais tout le monde n'était pas d'accord sur l'initiative. Je donne les cartes jaunes, regarde. Je porte les jaunes pour M. Kabila Kabange. Moi, j'ai décidé de travailler parce qu'on ne peut pas laisser la ville comme ça. Il y a des services minimum, ça existe partout, même en Europe. Les rues n'étaient pas désertes dans tout le pays. À Beni, une marche pacifique était organisée. Carton jaune à la main, les manifestants sanctionnaient l'accord trouvé au dialogue national. Selon l'opposition, la réussite de cette journée est totale. Dans l'ensemble du pays, notre peuple vient de répondre et de rejeter les accords de M. Kabila. Aussi demander, parce que la motivation de la ville morte, non seulement de rejeter ces accords, mais le respect de la Constitution. À Kinshasa, l'activité reprenait timidement en fin de matinée. Quoi qu'il en soit, la majorité présidentielle assure que ce n'est pas par conviction que les Kinois ont suivi l'appel de l'opposition. L'apparence ne traduit pas la réalité. Les Kinois ont choisi de se réveiller un peu plus tard, plus par principe de précaution, à cause de l'expérience de violence vécue par les militants du rassemblement, plutôt que par respect du mot d'ordre donné par le rassemblement. La vie devrait rapidement reprendre son cours habituel à Kinshasa, mais le rassemblement de l'opposition refuse toujours d'envisager un maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà du 19 décembre. Un dernier mot sur la RDC. L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de subornation de témoins par la Cour de justice à La Haye. La CPI a estimé que 14 témoins avaient été corrompus pour modifier leur déposition dans le but de présenter de faux éléments de preuve devant l'instance juridique. Jean-Pierre Bemba a été condamné à 18 ans de prison pour des crimes de guerre commis par sa milice en Centrafrique. Et justement, en Centrafrique, un rapport vient semer le doute sur les nombreux cas d'abus sexuels impliquant notamment des casques bleus. L'authenticité des témoignages est remise en cause. L'affaire avait jeté le discrédit sur les forces onusiennes déployées dans le pays. Ban Ki-moon avait même dénoncé, je cite, un cancer au sein de l'organisation. Seulement voilà, le bureau des services internes a mené l'enquête. Seuls 20% des cas d'abus sexuels rapportés seraient incontestables. On retrouve Emmanuel Saint-Martin à New York. Emmanuel, quelles sont les autres conclusions de ce rapport onusien ? Alors c'est un rapport dont il faut souligner qu'il n'est pas pour l'instant officiel. C'est une fuite, notamment par l'agence Reuters et par le journal Le Monde, qui nous permet d'en prendre connaissance. Et il dit, ce rapport, que beaucoup des témoignages de ces victimes, ou il faut bien le dire maintenant supposées victimes d'abus sexuels, eh bien, seraient tout simplement faux, parce qu'ils se ressemblent, ils sont quasi identiques, beaucoup de ces témoignages. On a, dit ce rapport, l'impression que ces gens ont appris un script. Et ce qui serait en cause, dit le même rapport, eh bien, c'est finalement des motivations
motivation financière, parce qu'il y avait une ONG qui était mandatée par l'UNICEF pour récolter ces témoignages. Et bien la pratique de cette ONG, c'était de donner une petite somme de monnaie à ces victimes. Et bien ça serait cette petite somme de monnaie, on parle de $35, qui aurait pu être la motivation. Et puis au-delà de ça, une sorte de trafic avec un employé qui est accusé par ce même rapport d'avoir organisé ce trafic pour prélever sa dîme sur ces victimes ou supposées victimes. Donc on voit bien au total, c'est un rapport qui dit que 50% des cas présentés ne présenteraient aucune preuve, absolument aucune preuve. 20%, vous l'avez dit, certaines preuves, et puis le reste entre les deux avec des preuves, des éléments, mais rien d'absolument probant. Donc évidemment, c'est quelque chose de très important pour les gens mis en cause et puis aussi pour les ONG sur le terrain. Emmanuel, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les procédures judiciaires en cours ? Alors il faut noter que ces procédures judiciaires, elles n'ont pas abouti. On parle de la France par exemple. Vous savez qu'il y a 3 procédures judiciaires en cours. Pour l'instant, aucun mis en examen. Alors ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels. Il faut bien se souligner que 20% de ces cas sont considérés comme avérés par ce même rapport. C'est d'ailleurs ce qui trouble beaucoup d'ONG qui travaillent sur le terrain, qui mettent en cause cette fuite. Ils parlent d'informations prématurée, incomplète, en disant qu'on jette du coup le blâme sur toutes les victimes, y compris les vraies victimes, les réelles victimes. Et pour cela, cela trouble beaucoup des ONG qui soulignent encore une fois que pour l'instant, y compris pour des cas qui semblent avérés, qui en tout cas semblent sérieux, on est toujours dans le déni de justice puisque aucune procédure judiciaire n'a pour l'instant abouti nulle part dans le monde sur cette affaire. Merci Emmanuel Saint-Martin pour vos explications sur ce rapport. Il y a 5 ans, Mouammar Kadhafi était renversé. Aujourd'hui, la situation reste chaotique en Libye, un pays miné par les guerres entre les différentes milices et la présence du groupe État islamique. Et désormais, certains Libyens disent regretter l'ancien régime. Le récit en images de Nicolas Germain. Il y a 5 ans, Mouammar Kadhafi était tué près de Sirte. Aujourd'hui, la ville est toujours ravagée par les combats. C'est le dernier bastion du groupe État islamique. Les forces qui soutiennent le gouvernement d'union espèrent reprendre la ville prochainement. Nous progressons. Avec l'aide de Dieu, nous allons bientôt vaincre les djihadistes, ici à Sirte. Dans la capitale Tripoli, les combats ont cessé. Les habitants se plaignent des coupures de courant et de l'inflation. En ce moment, c'est pire que la période d'avant. Aujourd'hui, la Libye est menacée d'extinction. La situation n'est pas géniale, mais depuis 5 ans, Dieu merci, les choses sont lentement en train de s'améliorer. Le gouvernement d'union parrainé par l'ONU est arrivé à Tripoli en mars. Il est dirigé par Fayez Sarraj. Mais dans l'Est, un autre parlement ne reconnaît pas son gouvernement et soutient le général Khalifa Haftar. Ses forces ont délogé les djihadistes de Benghazi, mais les détracteurs d'Haftar affirment qu'il veut établir une nouvelle dictature militaire. Beaucoup de Libyens sont dépités, ils ont l'impression d'être face à seulement 2 choix. Soit un régime autoritaire avec un militaire à sa tête comme sous l'ère Kadhafi, soit le chaos comme ces 5 dernières années avec des milices et des djihadistes qui se disputent ce pays riche en pétrole. Et l'instabilité en Libye a permis à de nombreux groupes terroristes de s'implanter, de se propager dans la région. Comment lutter contre ce phénomène? C'est l'objet de la 9e réunion des pays voisins de la Libye qui s'est tenue à Niamey aujourd'hui. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan ou encore le Tchad étaient au rendez-vous. Je vous propose d'écouter la réaction du chef de la diplomatie nigérienne, Ibrahim Yacouba. Notre pays, le Niger, est né un exemple significatif. Durant ces 10 derniers jours, notre pays a été victime de 3 agressions violentes et meurtrières. Toutes ces attaques sont parties du Nord Mali. Le Nord Mali, cette partie du territoire du pays frère qui est une conséquence directe de la situation libyenne. Il y a donc aujourd'hui urgence à tout faire pour régler la crise libyenne dans le consensus et dans l'unité nationale. Jamais donc notre responsabilité n'a autant été interpellée, et nous, les pays voisins, plus que tous les autres.
Au Cameroun, Ahmed Abba reste derrière les barreaux. Notre confrère correspondant en langue Hausa de RFI a vu sa demande de relax rejetée par le tribunal militaire de Yaoundé. Le procès reprendra le 7 décembre. Arrêté le 30 juillet 2015, Ahmed Abba est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme en lien avec les djihadistes nigérians de Boko Haram et non dénonciation des actes de terrorisme. Il risque la peine de mort. Notre confrère a toujours clamé son innocence. Écoutez la réaction de son avocat. Dans cette affaire, c'est une décision qui ne nous satisfait pas globalement dans la mesure où notre client n'est pas mis en liberté. Mais c'est une décision qui globalement nous satisfait parce qu'il rétablit le règne du droit dans cette affaire. Allez, un mot de sport avant de se quitter. On connaît désormais les groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort a eu lieu à Libreville. On va voir tout de suite ces groupes. Dans le groupe A, le pays hôte, le Gabon se retrouve avec le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau qui l'affrontera pour le match d'ouverture le 14 janvier à Libreville. Dans le groupe B, le groupe de la mort, l'Algérie fera face à la Tunisie. Le Sénégal et le Zimbabwe font également partie du groupe B. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, retrouvera la RDC qui se trouve dans le groupe C, le Maroc et le Togo, tout comme le Maroc et le Togo. Enfin, le groupe D regroupe le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda. La compétition se tiendra du 14 janvier au 5 février au Gabon. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie d'Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct. Je vous retrouve quant à moi dans 3 quarts d'heure. À tout à l'heure. Deux candidats, deux visions de l'Amérique. Un face-à-face qui peut faire basculer la campagne.